si on tire le trait de la robustesse, donc quand on tire le trait de la performance, on a compris, ça fait 600 ans qu'on l'a tiré, Mhm. on voit voit bien, où on ouais. est. Donc si on tire le trait de la robustesse, je sais pas, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, Mhm. est-ce qu'on arrive finalement à une société ultra spirituelle où les gens sont connectés à leurs émotions, on reviendrait à ce côté un peu plus instinctif, Mhm. ou c'est sur autre chose que va être basée la robustesse? Bah, c'est la compète en fait, le job que tu veux, d'autres le veulent. Le client que tu veux, d'autres le veulent. La course aux armements actuels, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est arrivé aux limites socio-économiques de ce qu'on peut faire dans le monde économique dans lequel on est. Les seules fenêtres de croissance économique, c'est la Troisième Guerre mondiale. Enfin, faut le dire un petit peu brutalement. Dieu est-il performant ou robuste? Alors, ma réponse, elle est très simple. Olivier, bonjour. Bonjour Nizar. Je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui. On a 1 heure ensemble où on va parler du coup de la robustesse et de la performance. Et ce que je te disais juste avant, c'est que voilà, dans tes vidéos, je pense qu'on a compris la philosophie, l'essence de la performance et de la robustesse. Et aujourd'hui, si tu es d'accord, je t'invite à ce qu'on rentre un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on appelle performance et ça concerne qui et quelles sont les limites, on va dire, de la performance. Est-ce que ça concerne vraiment tout le monde? Est-ce que tu es OK avec ça? Bah, avec plaisir, avec plaisir. Et, c'est un sujet qui est un peu sans fin et qui, à mon avis, est un cristal en fait. C'est un Ouais, sujet qui vraiment il faut poser, qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui, plus que super. jamais. Eh ben, écoute, super. On avait déjà commencé avant l'interview. Du coup, je reprends un petit peu le fil. J'ai vu hier que tu avais reposté un post d'Anthony Bourbon Mm. qui disait t'es en guerre, si tu veux réussir, tu dois te battre, c'est toi ou l'autre. Et je te disais juste avant, les mots sont durs. Mm. On parle de guerre, de compétition, de dépassement, de performance. Donc là, on est vraiment en plein dans ce qu'on dénonce, si je puis dire. Mais est-ce que dans le fond, il a vraiment tort quand il dit que bah, c'est la compète, en fait. Le job que tu veux, bah, d'autres le veulent. Le client que tu veux, d'autres le veulent. Si tu es plus cher que les autres, eh ben, finalement, le client, je le vois avec mes clients dirigeants, hein, Mhm. sur 20 devis, je ne choisis pas celui qui fait du Made in France et tout. Vous êtes à combien? Et c'est tout de suite hyper factuel. Donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce poste et dire vraiment qu'est-ce que tu dénonces vraiment sur ce poste d'Anthony Bourbon? Alors, c'est un poste d'Anthony Bourbon, mais il y en a d'autres. Hein. Oui, on C'est prend pas ça, ad mais hominem, mais c'est un exemple parfait. À vrai dire, je l'aime bien ce poste parce qu'il clarifie plein de choses qui sont pas dites. En général, quand on dit les mots de performance, de compétitivité, c'est plutôt des mots positifs, notamment dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde politique, même dans le monde social, hein, des ONG. Hein. Enfin, c'est incroyable, hein, mais c'est les appels à projets compétitifs, etc. Il y en a partout. Hein. Donc cette idée-là, c'est présenté comme quelque chose de positif, sauf que Anthony Bourbon donc, et d'autres vont jusqu'au bout et ils disent que c'est la guerre. Parce qu'il y a une équation très simple, quand on met l'accent sur la performance, hein, donc la somme de l'efficacité et de l'efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible, c'est toujours un appel à la compétition. Et dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents. Et ça ne dépend pas du système, c'est toujours vrai. Hein, le pompier qui va au feu, il sera violent avec son corps, etc. Donc en fait, quand Anthony Bourbon fait ce poste en disant qu'il est en guerre permanente et qu'il nous invite tous à être en guerre, y compris dans son couple, hein, avec ses enfants, dans sa famille, et puis quand on a à peu près tué tout le monde, il dit qu'il faut être en guerre avec soi-même pour continuer de s'améliorer. Enfin, c'est vraiment une dystopie totale quand même. Hein. Et ben, au moins, ça a le mérite de poser le problème sur la table quand on met l'accent sur la performance. Enfin, c'est pas tellement la performance le problème. Hein. Que la performance induise la violence, en fait, c'est un fait. Comme je disais, le pompier, c'est très bien que quand il est performant à l'incendie, il soit violent, enfin il est violent avec son corps, mais ça dure pas très longtemps. Le problème, c'est quand c'est une culture assumée de la performance, ça devient une culture de la violence. Et donc c'est la guerre. Et donc là, si je sors d'Anthony Bourbon, la course aux armements actuels, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est arrivé aux limites socio-économiques de ce qu'on peut faire dans le monde économique dans lequel on est. Les seules fenêtres de croissance économique, c'est la Troisième Guerre mondiale. Hein. Enfin, il faut le dire un petit peu brutalement. La semaine dernière, j'étais dans un séminaire où il y avait une intervention du chef de la défense belge
le général Vansina, qui dit, hein, et au nom de l'OTAN, hein, qu'on prévoit une confrontation entre le bloc autocratique et démocratique avant 2030 et probablement dans 2 ans. Donc ça veut dire que cette trajectoire de la performance qui induit la compétition et qui induit la violence, alors il y a plein d'autres facteurs évidemment, mais c'est quand même au cœur, hein, cette culture de la performance, ça conduit à la guerre. Et donc c'est évidemment une dystopie. C'est nihiliste, quoi. Ouais. Je reviens du coup sur ce que je te disais. Moi, je suis business coach. J'accompagne les dirigeants, les entrepreneurs. Aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisé dans les entrepreneurs et entreprises à impact positif. Donc, celui qui a un projet qui n'est pas contributif sur un enjeu social, sociétal ou environnemental, moi, ça ne m'intéresse pas. Je fais vraiment partie, on va dire, du bon camp où aujourd'hui, mes compétences de business coach, je veux les mettre vraiment au service de ceux qui veulent construire un monde meilleur. Mais sur mes 15 années, ça concerne mes 5 dernières années. Mes 10 premières années, j'étais pas Anthony Bourbon parce que j'ai passé millions, mais j'étais dans ce mindset. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre pourquoi j'ai été dans ce mindset. Donc, moi, je suis issu des quartiers de France. Mon frère, ma sœur ont fait des grandes études. Donc, c'est vrai que avec les études, ils ont réussi à trouver des bons jobs. Mais moi, issu de l'immigration, des quartiers, sans études, ben, j'avais l'impression que j'avais 2 choix devant moi. Soit trouver un bon job en disant, bon, bah voilà, j'ai pas grandi dans la bonne famille, tant pis. D'autres ont grandi au bon endroit, ben pas toi. Ou soit commencer à réfléchir comme Anthony Bourbon en disant, bon, t'as peut-être pas grandi dans la bonne famille, t'as peut-être pas les mêmes armes que les autres au départ, t'as pas le bon environnement, pas les bons... Mais tu peux quand même atteindre un échelon social, une vie à la hauteur de tes rêves. Il n'y a pas de raison que certains, parce qu'ils ont un diplôme, un environnement, ils puissent avoir une belle maison, une belle voiture, payer de bonnes écoles aux enfants, etc. Et pas toi. Et je suis rentré dans ce mindset en étant commercial, puis manager, puis directeur commercial. Et je tenais ce discours-là, effectivement, avec mes commerciaux en disant, si tu n'y vas pas, il n'y a personne qui va venir te donner à manger, il n'y a personne qui va te payer à la fin du mois. Donc, si tu veux quelque chose, bah, il faut y aller. Et le client, si tu ne le signes pas, quelqu'un d'autre derrière toi va le signer. Donc, effectivement, j'ai nourri la performance pendant 10 ans de ma vie. Donc, la question que je te pose comme un enfant, c'est est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que finalement, entre les 2 alternatives que je viens de dire, soit je prenais un job et puis tant pis, j'ai pas grandi au bon endroit, ou soit je suivais un peu ce mindset à l'Anthony Bourbon, est-ce que j'avais une 3e voie possible? Mais je crois que tu as la réponse à la question. En fait, c'est un chemin. Donc, en fait, quand tu es dans une situation comme la tienne, en effet, il y a un moment où on se dit, bon, bah là, je vais pas y arriver tout seul et le système me bloque. Il faut aussi dire que le système scolaire, hein, il est lui-même aussi dans le culte de la performance. On sélectionne les plus performants. C'est une école de la violence où on évalue on évalue positivement celui qui a écrasé les autres. Hein, quand même. Enfin, c'est quand même un système extrêmement négatif. Hein. Il faut absolument qu'à l'Éducation nationale, on recrute au ministère des personnes qui ont échoué à l'école pour comprendre comment faire l'école différemment, les écoles de la coopération, etc. Mais pour revenir au sujet, c'est normal, en fait, dans un système qui est complètement bloqué et qui est bloquant, de trouver un endroit pour trouver sa voie. Et donc, la performance, ça peut être ce levier. C'est qu'en fait, on va casser le système. En fait, on va trouver une faille dans le système pour trouver son chemin, faire son chemin, en fait, créer son chemin. C'est un peu le pied de biche dans la fente. On trouve une petite fente et on va l'ouvrir et comme ça, on peut rentrer. Ça, c'est tout à fait normal et c'est même, j'ai presque envie de dire désirable parce que ça veut dire qu'on est en train de casser un système qui est défectueux finalement. Hein. Donc, rentrer dans la faille et ouvrir la faille, c'est très bien. Ça révèle qu'il a un problème, ce système. Mais le risque, après, c'est le piège de la performance. C'est qu'une fois qu'on est rentré dans le système et qu'on voit que ça marche, de rester sur le même logiciel, hein, pour le dire simplement. On reste sur la même voie et ça marche toujours. Sauf qu'on est en train de s'épuiser, on est en train de nourrir un burn-out, on est en train d'être de moins en moins aligné avec ses convictions, on commence à y avoir des tas de dissonances cognitives dans tous les sens. On perd des amis, on a des nouveaux amis qui finalement sont des compétiteurs, enfin ça devient complètement toxique et puis à un moment on se dit bah oui ça va pas du tout en fait et donc là maintenant cette fois on déraille et c'est là où s'ouvre la 3e voie. C'est que la 3e voie c'est très simple, hein. La première voie ça serait d'être voilà, quelqu'un. C'est comme ça. Alors, c'est comme ça. Ou alors même être issu des quartiers riches avec un super filet de sécurité familiale.
le système nous sert bien, du coup, on a des bonnes notes à l'école et on a on a des amis qui sont eux-mêmes dans un réseau d'interaction et donc tout se passe bien, on n'a aucune raison de se poser des questions. La deuxième voie, ce serait la tienne, dire bah voilà, le système me bloque complètement, donc je trouve ma voie par la performance. Donc en fait, j'utilise le système existant. Bizarrement, hein, c'est le culte de la performance, je l'utilise, mais en prenant une faille. Par contre, ça devient toxique. Donc là, les deux premières voies sont toxiques parce qu'elles maintiennent un système toxique. Donc la troisième voie, c'est de questionner le système. En fait, quand on se rend compte que ça bloque, eh ben, identifier que le problème, c'est pas soi, c'est pas le réseau, etc. C'est beaucoup plus large que ça. C'est la culture. C'est la culture de la performance. C'est qu'en fait, si on fait du développement durable, si on fait des politiques sociales extrêmement positives, mais que c'est toujours au service de la performance, eh ben, on va quand même faire de la compétition, on va quand même faire des burn-out, on va quand même toujours nourrir la guerre, la course aux armements et tout le bazar. Donc en fait, il faut vraiment... Cette troisième voie, en fait, c'est une troisième voie systémique. C'est souvent un billard à trois bandes. Parfois, il faut penser à des choses complètement à l'ouest, qui sont complètement différentes de ce qu'on pourrait imaginer et qui vont résoudre à peu près tous les problèmes d'un seul coup. Je vais peut-être donner un exemple pour illustrer. Alors, c'est peut-être pas dans le champ de l'entreprise, mais là, vu qu'on a un contexte géopolitique très large et très brûlant, j'ai envie de dire, je vais donner un exemple. Actuellement, donc, voilà, on a la Russie et d'autres pays qui commencent à se coaliser, plutôt des pays autocratiques, et donc les démocraties qui sont encore plus ou moins des démocraties, hein, enfin elles-mêmes plus ou moins autoritaires, mais commencent à se dire, bon, voilà, il va y avoir une confrontation. Donc, course aux armements, parce qu'on ne change pas le système, on reste dans cette boucle infernale de la performance. Alors, une autre solution, comment on fait pour résoudre tous les problèmes à la fois, hein, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, les problèmes économiques et les tanks de Poutine. Comment on peut faire tout ça voilà, c'est quand même sacré enjeu. Hein. Bah, y a une solution, hein, parmi 1000 autres, hein, mais une solution, c'est de faire des tourbières. J'ai vu. Voilà. Sur ce poste-là, la fin, tu parlais Exactement. de tourbière, justement, j'allais y venir. Voilà, Tu peux nous en dire plus? la tourbière, c'est un exemple. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est la solution unique, évidemment, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est juste un exemple pour illustrer. Quand on fait des tourbières, donc c'est des zones humides, on stocke du carbone, on soutient la biodiversité, ça fait du lien social, on peut faire des écoles, il y a un modèle économique qui va avec, etc. Donc on peut vraiment imaginer plein de choses sur des tourbières. Alors par rapport aux tanks de Poutine, eh ben, c'est la meilleure barrière contre les tanks de Poutine. C'est que si on maintient l'agriculture intensive, ce sont des autoroutes pour les tanks de Poutine. Si on met des zones humides partout, c'est bien mieux que la ligne Maginot. En fait, c'est beaucoup plus joyeux. C'est qu'en fait, cette tourbière, elle est utile tout le temps. Elle est là. Enfin, c'est un beau lieu, c'est un lieu culturel, c'est un lieu social, c'est un lieu écologique, et c'est aussi un lieu de défense. Bah ça, c'est une forme de troisième voie. C'est que c'est moins performant que d'avoir des lance-missiles, etc., ou je ne sais pas quel autre système. Mais c'est moins performant, mais c'est plus robuste parce que ça s'auto-entretient, ça crée de la joie, ça crée du lien social, et ça, c'est très autonome. Ça crée aussi du sentiment d'appartenance, de la cohésion sociale. Il faut bien réaliser. Alors, j'aime bien la phrase de Vance, hein, dans la série de ceux qui sont très productifs parce qu'ils sont en fait complètement dans l'extrême performant. Donc, Vance, hein, le vice-président américain, quand il est venu en Europe pour parler de l'Ukraine, et il disait aux Européens, je comprends contre quoi vous vous défendez, je ne comprends pas ce que vous défendez. Bah ça, c'est une phrase très forte parce qu'en fait, si les Européens n'ont rien à défendre, si ce n'est la concurrence libre et non faussée, il n'y aura aucun Européen qui va rejoindre l'armée européenne, évidemment. Parce que quand on défend la concurrence, on défend la compétition, il n'y a personne en fait qui vraiment veut rentrer dans un cercle infernal comme ça. Enfin, il y a un moment, on a besoin de coopérer quand même. Donc en fait, si on fait d'autres choix, des choix où en fait on remet en cause le système, la culture de la performance, alors là, on commence à créer de la cohésion sociale et des choses à défendre, des valeurs à défendre. Et là, ça fait de la cohésion. Et là, en fait, on va avoir un groupe qui, même si on se fait envahir par la Russie, hein, je prends cet exemple parce qu'il est pratique, et ben en fait, auront des raisons de résister. L'exemple parfait pour ça, alors parfait, avec ses imperfections, mais c'est l'Afghanistan entre 79 et 89. L'Afghanistan n'a pas choisi la course aux armements. Par contre, ils ont de façon transitoire, hein, c'était que transitoire, ils ont créé une forme de culture commune, de cohésion sociale finalement, qui a été beaucoup plus forte que l'armée rouge. Donc c'est ça, ça c'est la troisième voie, voilà, où en fait on remet en cause le cœur du système, à la racine, quoi. On ne reste pas à la surface à faire des technologies plus ou moins performantes, des modèles économiques plus ou moins performants, et donc ça s'applique aussi à l'échelle individuelle. Comme dans ton exemple, c'est parfait en fait, parce que tu as fait tout le chemin. Et c'est extraordinaire ça. Enfin, on a besoin d'incarnation. Donc, tu es une très belle incarnation du chemin à visée robuste. C'est qu'en fait, tu fais face à un système qui te bloque parce qu'il est lui-même complètement dans le culte de la performance.
tu trouves un moyen de casser le système, de trouver une faille dans le système, mais qui reste en alimentation du culte de la performance pour toi-même et pour le système. Et l'étape d'après, se dire, bah, ok, donc là, je suis dans une boucle infernale toxique, je déraille, et là, maintenant, je choisis mes clients, je choisis mes fournisseurs, et donc je construis une entreprise et un chemin pour moi, enfin des chemins pour moi, qui sont robustes et qui sont au service de la robustesse des territoires. Bah, ça, c'est très joyeux, c'est très engageant et c'est très inspirant. Et ça ne s'arrête pas, en plus. Super. Il y a un autre point que je voulais qu'on aborde. Tu reviens beaucoup sur la nature, la nature de la baleine, la nature des plantes, la nature des arbres. Ils sont cohérents, alignés avec leur nature. Et quand on voit l'homme, si on prend allez, les 600, 700 dernières années, est-ce que l'homme n'est pas dans cette nature de conquête, de pouvoir, d'influence? Hier encore, je regardais Christophe Colomb, les Amériques. En fait, ils cherchaient un chemin plus court vers l'Inde par la mer pour faire des économies par rapport à la route et avoir des matières premières moins chères. Donc, qu'est-ce qui a vraiment changé sur ces 600 dernières années dans l'homme? On a toujours un grand groupe dominant qui fait 10-20%. Le reste, c'est le peuple. On va dire, ils suivent un peu le mouvement créé. Donc, si ça fait 600 ans que finalement, Christophe Colomb, il cherchait un chemin par la mer, et aujourd'hui, Elon Musk, il cherche à monter sur Mars, est-ce que c'est vraiment différent? Et si ça fait 600 ans que ça se passe comme ça, est-ce que finalement, c'est pas la nature de l'homme d'être dans cette conquête, domination, influence, pouvoir? Vraiment, c'est une question là un peu plus philosophique. Mais du coup, j'en profite aujourd'hui pour te la poser. Bien sûr, alors j'ai une réponse. Elon Musk, il utilise le mot coloniser Mars. Donc, il utilise le même mot que Christophe Colomb. En fait, ils ont fait des colonisations, des plantations. C'était aussi le début de la colonisation. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, en fait, c'est depuis si longtemps que c'est presque déterministe. L'être humain est fait pour être dans la compétition, dans la performance, dans la compétitivité, pour détruire les autres, pour être en guerre en permanence. Et on pourrait même remonter à plus longtemps, on pourrait remonter presque au néolithique, quand les humains ont inventé l'agriculture, ils ont voulu contrôler la nature. Donc en fait, cette idée de contrôle et de performance, elle est très ancienne. Alors, comment on peut l'expliquer ça? En plus, on peut même penser que c'est assez créatif parce qu'on s'est réinventé beaucoup dans cette politique extractiviste. Alors, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que quand on analyse notre histoire, à nous, là, les civilisations humaines, c'est en effet, depuis plusieurs siècles, des civilisations extractivistes. Donc, on a fait de l'extraction d'esclaves, de plantations, de peuples colonisés. Après, on a mécanisé. Donc, on a aussi rendu les machines... ce sont nos esclaves. On est devenus nous-mêmes esclaves des machines. La grande accélération depuis les années 50. Donc là, c'est carrément... c'est de l'extraction tous azimuts, des métaux, du pétrole, du charbon, etc. Des terres rares, aujourd'hui. Donc, on est on est dans l'extraction permanente. Alors, dans le monde vivant, ça existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les humains qui font ça. Il y a d'autres êtres vivants qui font ça. Et ce sont les parasites. Les parasites, dans le monde vivant, ce sont des êtres vivants qui, en fait, sont dans des milieux, dans des niches écologiques où il y a abondance de ressources. Et du coup, leur chemin viable, c'est celui d'être dans la performance, dans la guerre. Donc, c'est exactement ce que dirait Anthony Bourbon, c'est le chemin viable. Et donc, c'est ce que font les parasites. Alors, il faut bien réaliser que dans le monde vivant sur Terre, c'est l'exception. Parce qu'il y a très peu de niches écologiques où il y a abondance de ressources. Enfin, il faut peut-être juste que je revienne sur la viabilité. Ouais. Pourquoi c'est viable, En fait, quand on est dans la compétition, dans la guerre en permanence, et qu'il y a abondance de ressources, et bien évidemment qu'on se plante, il y en a qui vont perdre. Mais ceux qui perdent, ils sont toujours dans une niche écologique avec abondance de ressources. Donc le filet de sécurité, c'est l'abondance de ressources pour tout le monde. Et donc en fait, c'est pas gênant. C'est pas gênant. D'un point de vue un peu cynique, c'est pas gênant parce qu'il y a toujours des ressources. Donc la plupart des écosystèmes n'ont pas ce filet de sécurité. La plupart des écosystèmes, il y a des pénuries chroniques de ressources, il y a des instabilités. C'est la mauvaise saison chez nous. Voilà, l'hiver, par exemple, il y a beaucoup moins de ressources. Donc c'est très simple de voir que c'est dans la majorité des écosystèmes, c'est plutôt ça qui se passe. Et donc qu'est-ce qu'on voit chez ces êtres vivants? Ce ne sont pas des parasites, ce sont des symbiontes. Il y a de la symbiose. C'est que c'est des êtres vivants qui vont coopérer,
qui vont s'échanger des biens et des services, hein, on pourrait le dire comme ça. Donc ça peut être des sucres, des vitamines, des sels minéraux, de l'eau, de la protection, enfin plein de choses, quoi. Et donc, enfin, c'est plein de choses. Enfin, les plantes et les champignons, par exemple, hein, dans la forêt, voilà, il y a plein d'exemples, hein. Mais nous-mêmes, hein, les bactéries qu'on a dans le corps, nous sommes des symbioses ambulantes, hein. Donc même notre corps est un exemple, hein, comme ça. Et ben, ça, c'est ce qui domine chez les êtres vivants. Et donc, nous, les êtres humains, nous ne sommes pas condamnés à nous comporter comme des parasites. Si on reprend, donc Homo sapiens, c'est 315 000 ans, hein, on a 315 000 ans d'histoire, on pourrait le dire. Ce sont que les 10 derniers milliers d'années, grosso modo, et surtout les derniers siècles, hein, où on est parti dans un délire, hein, de la performance, de la compétition et donc du parasitisme. L'histoire longue de Homo sapiens, c'est une histoire de la coopération. Les ossements du Paléolithique montrent très peu de traces de guerre, hein, parce qu'en fait, les humains coopéraient. Il n'y a pas le choix, hein. Quand il n'y a pas de ressources, quand il y a des pénuries, quand il y a des fluctuations, on coopère, parce que c'est le seul chemin viable. Et donc, en fait, c'est là où il faut réaliser un truc, c'est qu'on est aujourd'hui en train de quitter le monde de l'abondance. D'ailleurs, c'est même la phrase d'Emmanuel Macron, hein. Un jour, il a dit « c'est la fin de l'abondance ». Alors, c'est dommage d'avoir fait cette demi-phrase, parce que c'est un peu flippant de dire c'est la fin de l'abondance. En fait, donc je vais finir la phrase, hein, c'est la fin de l'abondance matérielle. En 2008, nous avons passé le pic de pétrole conventionnel. En 2018, nous aurions passé le pic de tous les pétroles. On voit bien que le lithium, ça va être compliqué, que le cuivre, ça va être compliqué, mais à 5-10 ans. Hein. Donc, on est vraiment au pic de plein de choses, là. Et donc, on est en train de quitter le monde de l'abondance matérielle pour entrer dans le monde de l'abondance des interactions. Donc, c'est le monde de la coopération. Et donc, c'est du très court terme, c'est à 5-10 ans. On est dans un moment de basculement incroyable et c'est sous nos yeux. C'est ça qui est dingue, hein, c'est qu'on a déjà basculé. C'est l'économie sociale et solidaire, l'économie du partage, les voitures partagées, l'habitat partagé, c'est l'agroécologie, c'est le tout réparable, les conventions citoyennes. Tout ça, ce sont que des initiatives qui sont moins performantes, mais plus robustes, qui sont stables et viables malgré les fluctuations. Et donc, en fait, ce qui peut nous aider à imaginer qu'on ne va pas rester depuis 600 ans sur ce modèle un peu déterministe, parasitique de la compétition et de la guerre, c'est qu'en fait, le monde fluctuant qui vient, sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan géopolitique, ce sera imparable. C'est-à-dire que les fluctuations qui viennent, on en prend pour 2 ou 3 siècles. On a tellement déréglé le climat et la biodiversité qu'on a vraiment dévasté les écosystèmes. Le burn-out des humains, ce n'est que la partie émergée d'un burn-out planétaire, hein, des écosystèmes. Donc ça va tanguer de plus en plus fort et pendant longtemps. Donc ceux qui vont survivre, et même j'ai envie de dire ceux qui vont vivre dans ce monde-là, ce sont ceux qui sont capables de vivre avec les fluctuations. Et donc, c'est ceux qui développent de la robustesse. Et ben, ils sont déjà là. C'est juste c'est les Anthony Bourbon et compagnie qui sont les représentants de l'ancien monde qui nous font perdre beaucoup de temps. Enfin, ils ont le mérite de mettre sur la table le problème, quelque part, hein, en creux, si on veut. Mais ils ont aussi beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent, hein. Les Elon Musk et compagnie, c'est pareil. Et donc, en fait, ils nous retardent. Mais ils deviennent de plus en plus ringards à mesure qu'on avance dans ce monde robuste. Très clair. OK. Merci beaucoup pour la précision. Je reviens sur ce côté nature de l'homme, parce que tu prends beaucoup les exemples, hein, les baleines, les arbres, les plantes. Donc, si on reste là-dessus, l'homme, comment je le vois, moi, c'est il s'adapte à son environnement. C'est-à-dire la culture américaine, la pomme ne tombe jamais bien loin du pommier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit l'éducation, les expériences, l'environnement des gens au quotidien, finalement, on n'est que 90% de nos actions, nos pensées sont dans le subconscient, etc. Vraiment, si on rentre là-dedans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est si aujourd'hui, l'humain est fait pour s'adapter à son environnement, les désirs que, là aussi, Anthony Bourbon, il a dit ce que tu veux, tout le monde le veut, etc. Est-ce que de standardiser les désirs, c'est bien? Non. Tout le monde est singulier, etc. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un effet mimétisme dans les désirs? Oui, la majorité des gens veulent une belle maison, une belle voiture, etc. Donc, je ne sais pas si je me répète ou pas dans ma question, mais si aujourd'hui l'humain agit comme un parasite, si je puis dire, on a grandi avec l'environnement et l'écosystème, surtout dans le monde moderne, dans les pays dits développés, on a baigné dans un environnement de performance. Comment, pour vraiment être cohérent avec sa nature, est-ce que ce serait d'aller contre nature, finalement, que d'avoir été éduqué dans la performance, d'avoir un environnement dans la performance, dans une économie de la performance, et de se dire,
moi, je suis dans une culture de la robustesse. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Est-ce que bien sûr, ça bien sûr. ne serait pas contre-intuitif et contre nature par Bien rapport sûr, à la période? bien sûr, exactement. Alors, on est dans un moment difficile, hein, c'est ce que Ouais. Alan Sustek appelle la stratégie du Y. On va tous être schizophrènes. Ok, C'est qu'on tu aura me un. rassures. Oui, c'est normal. Dans un moment de Ok. basculement, on a un pied dans le monde ancien et un monde dans le monde, un pied dans le monde d'après. Donc en fait, on est complètement schizophrène parce que ce sont deux mondes qui sont quand même très contraires, hein, quand même. Mais alors, ce qui est joyeux dans cette histoire-là, dans le basculement, c'est qu'en fait, une fois qu'on a mis un orteil, hein, même dans le monde d'après, en fait, c'est arborescent. C'est vraiment tellement engageant, tellement joyeux, parce qu'il y a plein d'interactions qu'en fait, après, ça, on ne s'arrête plus. Mais par contre, il y a des coups à jouer. Je vais peut-être prendre un exemple. Ouais. En fait, l'exemple d'Anthony Bourmont est parfait parce qu'on voit très bien que ce monde de la performance, c'est un monde très canalisant où en effet tout le monde est standardisé, veut la même chose. Et donc c'est pour ça qu'il y a la compétition parce que tout le monde est sur les mêmes rails. Mais en fait, ça le dit très bien, c'est que le monde de la performance, c'est le monde de l'autoroute. On veut arriver plus vite à destination. Mais il faut bien se rendre compte que sur une autoroute, on ne rencontre personne. Et on Oui. ne voit rien. On est dans sa voiture et on rencontre personne, on voit rien. Donc on arrive à destination plus rapidement, mais on a perdu du temps. Alors que quand on est sur un chemin de randonnée, alors ça prend plus de temps, parfois on se trompe, ça fait encore plus long, mais on rencontre du monde, on rencontre des plantes, on a vécu quelque chose, ça a été un voyage initiatique. Donc le voyage lui-même, et c'est la vie en fait, c'est le chemin. Donc le chemin l'emporte sur la destination. Et ben alors, ce que ça veut dire par là, c'est que quand on est à fond dans la performance, en fait, on est dans une forme d'addiction. C'est que la performance, la culture de la performance, c'est une culture de l'addiction. C'est qu'en fait, quand on est dans la performance, on veut toujours plus, toujours sur la même voie, toujours plus vite. Et donc ça crée une canalisation. On voit plus le monde que sous un seul angle. Bah, c'est ça l'addiction en fait. Mhm. L'addiction, quand on est addict à quelque chose, ça veut dire qu'on ne voit plus rien d'autre, hein. On voit plus que la drogue, les écrans, le travail. Enfin, on est addict à une chose. Donc, et évidemment que ça génère une dépression parce que ce truc-là ne va pas toujours très bien fonctionner. Le jour où ça fonctionne plus, on n'a plus rien d'autre. Mhm. Donc, on part en dépression. Alors, comment on fait pour sortir de l'addiction? Il y a des très beaux exemples. Il y en a un qui est parfait en Islande. Donc, en Islande, ils avaient une épidémie d'addiction des jeunes à l'alcool et au tabac qui était très forte. Donc, le gouvernement islandais, donc là, c'est proactif. Ils ont fait des campagnes publicitaires, etc. Mais ils ont aussi offert à tous les jeunes d'Islande des cours de musique, un accès au sport, gratuitement. Et partout avec les infrastructures, avec tout ce qui. Enfin, ils y sont vraiment allés, quoi. Ben là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est jeune en Islande, hein, je vais un peu Ouais, ouais, caricaturer, ouais. mais on a accès à un panel d'activités qui est beaucoup plus large et qui est aussi accessible l'un que l'autre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, évidemment que quand on diversifie les chemins, ben, on ne peut plus être addict. Parce qu'en fait, on ne va pas mettre tout son temps dans le travail si on veut aussi faire du tennis, aussi faire de la musique, aussi rencontrer des amis, etc. Donc là, d'un seul coup, on diversifie, donc on devient adaptable. Donc on n'est plus très spécialisé, on n'est plus très adapté pour aller dans une voie, addict dans une voie. On va désoptimiser, donc on va aller voir un peu ailleurs, donc on va être moins adapté, moins spécialisé, plus polyvalent. Ben ça, c'est une forme de santé mentale par l'adaptabilité. Et en Islande, ils ont divisé par 5 les consommations d'alcool et de tabac dans la Super. jeunesse. Donc là, c'est un cas où c'est vraiment démontré dans les chiffres, C'est quoi. un peu ce qu'on dit des jeunes, des ados. Il faut pas leur enlever le téléphone, il faut leur proposer une alternative Mm. plus sexy, plus désirable pour que de eux-mêmes ils se disent non mais ça c'est beaucoup mieux que de scroller Voilà. pendant 3 heures. Bah, du coup tu me tends la perche pour la question, mais comment on peut rendre cette nouvelle culture de la robustesse plus désirable que celle justement Mm. de la performance? Alors, l'exemple de l'alcool est très bon, Mhm. mais on va dire Oui. dans la vie du quotidien, comment on arrive à rendre plus désirable la robustesse par rapport à la performance? Alors, la première chose à faire, c'est vraiment de ringardiser le culte de la performance. C'est-à-dire que tant on ne voit pas les problèmes de la performance, il ne faut pas rêver, hein, on va rester dedans, hein. Donc, alors, c'est très simple, enfin, c'est très simple, c'est compliqué parce que Mm. c'est un long chemin, mais une fois qu'on l'a vu, bah, c'est vraiment incroyable comme c'est facile de voir. En fait, il faut comprendre que le contraire de la robustesse, ce n'est pas la fragilité, c'est la performance. Parce que quand on est très performant, on est très canalisé, on va dans une seule voie, et quand le monde change, on n'est pas préparé. Et donc on casse. Donc le contraire de la robustesse, c'est la performance. Quand on est très performant, on est très fragile. Donc une fois qu'on a compris ça, quand on fait dans une entreprise certains choix d'optimisation, donc des choix de performance, hein, en général, c'est qu'on va augmenter les performances transitoirement, puis finalement on va installer ça et on va rester sur ce niveau de performance, on est en train de fragiliser son entreprise. Il faut bien comprendre que la robustesse, c'est créer un potentiel et que la performance, c'est dissiper
le potentiel. Et donc, quand on fait de la performance, on se brûle, hein. C'est le sprinter qui fait un sprint. Il fait une performance, mais heureusement qu'il dort, hein, avant. Heureusement qu'il s'entraîne doucement, etc. Là, il entretient son potentiel. Donc, en fait, il faut juste réaliser ça. C'est la première chose, hein, c'est que la performance, c'est de la fragilité. Quand on fait de la performance, on se fragilise. Optimiser, fragilise. Et donc, ça, c'est un levier culturel. Donc, chaque fois que vous voyez le monde, chaque fois que tu vois le mot performance quelque part, et ben, faut réaliser que, enfin, faut se poser la question, qu'est-ce que je fragilise? Quand j'augmente les performances, qu'est-ce que je fragilise? Alors, ça peut être le monde social, les écosystèmes, mais ça peut être l'entreprise. En fait, ce que je raconte là, c'est du pragmatisme économique, hein. Là, on fait appel du coup à notre pleine conscience à nous et notre volonté euh, de faire différemment. Mais par rapport à la question de comment on peut être attiré Mhm. naturellement, comme les gamins. En fait, si tu veux que ton gamin il Mhm. lise un livre au lieu de ci, ne lui dis pas il faut faire attention Ah oui, bien les sûr. écrans. Ah, ça, on est d'accord, ça ne marchera pas. Oui. Ça Euh, sera trop performant on après. fait les choses et on voit que ça attire comme le miel avec les abeilles, les gens à nous. Donc, Ouais. comment on pourrait, toi et moi, avoir une vie robuste, être dans une culture de la robustesse Mhm. et voir Anthony Bourbon et ses amis et tout le monde nous regarder et dire Mhm. c'est plutôt pas mal Oui. leur vie dans la robustesse et attirer à nous ces gens-là. C'est un petit peu ça le meilleur chemin. Bien sûr, bien sûr. Dis-moi si je me trompe, mais l'autre chemin, c'est les chocs. Moi, ce que je Oui, vois ça dans marche les pas. Ouais. gens, Mhm. soit ils perdent leur job, ils se sont fait virer, Mhm. et d'un coup, ils ont une remise en question. Une boîte, elle a fait faillite. Mhm. Donc, il y a le chemin des chocs, où là, effectivement, après un choc, les gens rebondissent. Et là, on fait plus appel à la résilience. J'ai vu ton Mhm. interview avec la résilience, donc on n'est pas là-dessus. Mhm. L'autre chemin, c'est dire bah, c'est plutôt pas mal cette culture de la Mhm. robustesse. Et du coup, bah, je répète ma question. Ouais, je comprends. Comment toi et moi, on peut agir, se comporter au quotidien dans cette culture de la robustesse jusqu'à donner envie à Anthony Bourbon de se dire mais c'est vraiment pas mal du tout. Alors, c'est parfait. Tu as raison, c'est le cœur, hein. En fait, c'est là, on est bien, on est au bon endroit. La solution performante pour faire ça, ce serait d'apporter une solution clé en main en disant, bah maintenant, tu fais comme ça, tu vas voir, c'est génial. Bon, ça, c'est sûr que ça va pas marcher parce que c'est descendant, ça vient d'ailleurs. La personne, elle a sa culture. Sa vérité, c'est d'être dans la guerre, dans la compétitivité. Aucune raison de changer. Donc ça, c'est la solution performante. La solution robuste, ou la méthode robuste, c'est de surtout pas chercher la solution clé en main, c'est de créer les conditions dans lesquelles la solution émerge. Donc en fait, c'est un billard à 3 bandes. Et donc ça veut dire, par exemple, d'être dans une forme d'exemplarité sous-optimale. Ce que je dis, c'est qu'en fait, on fait des choses qui sont pas parfaites, hein. Personne peut se dire qu'on est 100% robuste, qu'on est un modèle de robustesse, hein. Tout le monde, on a plein de contradictions. Donc, il faut au contraire l'accueillir, j'ai envie de dire. Ça fait partie de l'humanité. Voilà, on n'est pas parfait. C'est ça qui est beau d'ailleurs. Mais par contre, il y a certaines choses qui sont exemplaires, mais qui sont exemplaires pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des choses et qu'on est joyeux de les faire, ah bah là, ça va faire réfléchir. Donc, par exemple, le tourisme. Voilà. Si la version performante, hein, c'est de faire le maximum de voyages, de voir le maximum de pays, hein, on tique les cases, on peut dire que voilà, on a plein d'albums photos de tous les pays du monde. Alors, il y a une partie chouette hein, là-dedans, hein, il y a de la culture, etc. Mais en fait, on n'a pas vraiment rencontré les gens, on n'a pas vraiment appris, ce ne sont pas des voyages initiatiques. Hein. En fait, on s'est baladé dans une bulle et on est resté dans sa bulle, on n'a pas rencontré les gens. L'autre façon de voyager, donc c'est pas du tourisme, hein, qui est plutôt faire un tour, c'est juste de voyager. Le voyage, c'est que je prends mon avion même, hein, mais je pars 1 an dans le pays, la Thaïlande par exemple. Voilà, je pars 1 an en Thaïlande. Là, je travaille en Thaïlande, je rencontre les gens. C'est un voyage où vraiment je change ma culture, hein, je commence à m'hybrider un peu, enfin, j'apprends d'autres choses. Et quand je reviens, ben, je suis une autre personne. Et là, ça rayonne. Et ça, c'est une forme d'exemplarité sous-optimale, on va dire, enfin, une forme d'exemplarité finalement. Ouais, ouais, C'est qu'en fait, on fait de la robustesse, on a transformé le voyage en une format robuste, et surtout, on a ringardisé le voyage rapide où on n'apprend rien. C'est qu'en fait, plus jamais on voudra faire ça. Et donc, ça, c'est juste un exemple, mais on peut le faire pour à peu près tout. Et donc, en fait, déjà, incarner la robustesse avec pas pour tout, hein, on ne peut pas être tout le temps en robustesse, parce que sinon, ça devient délirant. Et puis, on a besoin parfois de la performance, mais c'est quand même les moments de robustesse, là, il faut en parler, quoi, et puis le vivre vraiment. Et là, on a un peu plus de chance. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas chercher à convaincre, mais plutôt de laisser émerger.
Et en fait, c'est ce que disait Saul Alinsky, hein, c'était un activiste américain années 30, années 60. Il disait que ça ne sert à rien de confronter son adversaire, parce qu'en fait, on va juste le conforter dans ses convictions. Donc, il faut plutôt demander à son adversaire d'aller au fond de ses idées, de le confronter à son propre évangile. Comme ça, c'est pas de la lutte, hein. On va écouter et puis on va plutôt poser des questions. On est curieux. On va savoir, mais jusqu'où ça va ton modèle? Donc, par exemple, avec Anthony Bourbon, on peut dire, mais du coup, avec tes enfants. Donc, tu fais aussi la guerre avec tes enfants. Donc, quand tu seras un peu plus vieux, comment ça va se passer? Donc, tes enfants qui seront plus compétitifs que toi, comment ça va se passer? Enfin, d'aller jusqu'au bout, au bout de la logique, quoi. Il y a bien un moment où il va se rendre compte que c'est pas viable. Alors, peut-être qu'il va pas le dire. Mais non, non, c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est comme ça que ça marche. Mais on a semé une graine. Le jour où ça fluctue beaucoup, où il a une forme de dissonance, ou en effet, où là, il a un choc, hein, donc là, ça va être la résilience, bah, peut-être qu'il va dérailler. Mais peut-être qu'avant ça, la graine semée, s'il rencontre une autre personne, ou si un jour son enfant lui dit quelque chose ou son neveu, hein, c'est pas, mais lui dit quelque chose qui lui plaît pas, peut-être qu'il peut se passer un truc, quoi. Voilà. En fait, c'est là où on le laisse émerger. En fait, ça doit venir de lui-même, quoi. Est-ce que c'est pas au sommet, si je puis dire, de la performance qu'on commence à voir l'autre sommet un peu plus loin, qui serait celle de la robustesse? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'est pas obligé de faire cette ascension vers la performance? Parce que si j'avais pas connu cette première ascension et je t'entendais aujourd'hui, ça me parlerait pas. Ça me parle parce que j'ai vu la vie de la performance, les relations n'étaient pas saines, ce que je faisais finalement ne me nourrissait pas, etc. etc. Mais ça a été un cheminement où ton discours aujourd'hui, je m'en nourris. D'ailleurs, on est là aujourd'hui parce que je suis très fan, je consomme tes contenus, donc ça vibre en moi, mais parce que c'est du sommet de la performance que j'entends ce discours. Je me dis effectivement, mais il a 100% raison, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a un millionnaire qui disait quand tu es dans un hôtel 1 étoile, tu cherches 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et quand tu es aux 5 étoiles, bah, tu vas faire des randonnées je comprends, du camping, et tu vas faire du camping. Oui, j'ai envie de dire, c'est vrai, j'étais dans les 5 étoiles et tout. C'est au bout d'un moment où je me suis dit, on se fait chier là-dedans, où j'ai un pote avec son sac à dos, il m'a dit, je vais en camping, tu viens avec moi? Du camping? Allez, vas-y, ça y est, j'ai compris ce que c'était les 5 étoiles. Et j'y suis allé. Est-ce qu'il y a un autre chemin bien sûr. Je ne sais pas si je tourne en rond ou pas dans mes questions. Au contraire, non, c'est une spirale, on creuse, c'est bien. Je vais te donner un exemple. Je suis intervenu dans un lycée, plutôt dans les quartiers. Et donc, j'ai vu un petit jeune qui avait 15-16 ans, quoi, hein, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai fait mon petit topo performance robustesse. Et puis, ce petit gars-là, il est venu me voir à la fin. Il m'a dit, alors moi, je suis vraiment pas d'accord avec vous parce que moi, j'adore les bagnoles qui vont super vite. Moi, mon rêve, plus tard, c'est d'avoir une Ferrari. Et donc là, voilà, la doxa performante a bien fait son travail, complètement imbibé. Donc, alors, plutôt que de lui dire, bah non, il ne faut pas avoir une Ferrari, moi je lui ai dit, bah attends, mais t'es idiot en fait, parce que si tu vas économiser toute ta vie pour avoir une Ferrari, tu vas te sacrifier pour plein d'autres choses. Et une fois que tu auras ta Ferrari, tu vas être vraiment très flippé contre la pique, que quelqu'un te fasse une égratignure, etc. Donc moi, ce que je te propose, c'est que si tu es vraiment fanatique des voitures, et des voitures comme ça de compétition, ou de super voitures, ben, loue. Tu fais de la location. C'est-à-dire qu'en fait, dans ta vie, tu pourras avoir une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche, et tu pourras tout le temps en changer. Donc la voiture partagée, ça permet d'assouvir ce désir qui est plutôt un désir culturel, hein, d'avoir l'impression de vitesse, d'avoir un moment, de la beauté de la bagnole, enfin j'en sais rien, mais plein de choses, mais ne pas le cristalliser par une seule voiture et uniquement le statut social. Là, d'un seul coup, quand on partage, on est forcément un peu dans un autre monde. Alors c'est un tout petit truc, hein, mais ça permet de... Et j'ai bien vu que dans son regard, il y avait une petite lumière qui s'allumait. Je dis pas que je sais pas ce qu'il est venu, mais voilà. Et donc ça c'est un premier thème. Mais quand même, je réponds sur ta question du 5 étoiles et après de se dire voilà. En fait, on a pu la voie hein, qui est celle d'aller dans l'hyper-performance et puis de se dire finalement ça devient toxique, c'est plus intéressant, c'est très ennuyeux parce que c'est très canalisé, c'est toujours pareil. Et donc je vais voir ailleurs. En fait, ça c'était possible avant parce que on était encore dans le monde de l'abondance du pétrole, quelque part un monde stable. Hein. Là, on rentre dans le monde instable.
Mais c'est évident, hein. Enfin, je veux dire, le Canada qui fait 50 degrés en 2021, les méga inondations au Pakistan encore cet été, les fluctuations sociales, les fluctuations géopolitiques. Enfin, là, on est dans Oui. un monde. Le monde fluctuant, maintenant, c'est plus une prédiction scientifique, hein, on le vit. Ça, on Et n'a même plus besoin de revenir voilà, là-dessus. exactement. On a compris que Ça tangue très fort. Donc, ça veut dire que l'optique performante n'est plus viable. C'est qu'en fait, si on est très performant, par exemple, si on est juste capable de faire ses vacances dans un hôtel 5 étoiles et que vraiment on n'est plus capable de faire autre chose, ça va être très compliqué parce qu'il y a plein d'endroits où il n'y aura plus d'hôtel 5 étoiles et surtout, il y a des moments dans sa vie où on sera amené à faire d'autres choses, peut-être à participer à des écolieux, à partager son habitat, à faire d'autres travaux, c'est-à-dire à réparer ses objets parce que la Chine aura fermé sa frontière. Enfin, plein de choses qu'on ne fait pas aujourd'hui, hein, parce qu'on a encore Amazon, on a encore Chine et tout ça. Enfin, on est encore dans ce monde de la performance. Mais du coup, celui qui est encore, on va garder ce système d'étoiles juste pour l'exemple, Ouais. qui est encore à l'échelle de ah ça va, j'ai réussi à me payer un 2 étoiles, prochain Mhm. hôtel c'est un 3 étoiles. Quoi, il doit se dire ah mais ça c'était avant, maintenant je peux plus, c'est fini le pétrole, le Canada, il faut que ce soit ça son raisonnement ou Ouais. de son 2 étoiles, quel genre de discours il pourrait avoir ou est-ce qu'on pourrait lui tenir pour lui dire mais pourquoi tu vas pas plutôt en camping ça va rien t'apporter finalement le troisième. Ouais. Est-ce que c'est de lui dire en fait non mais ça c'était il y a 20 ans maintenant tu comprends Mhm. on peut plus faire ça alors qu'il voit que il y a Jeff Bezos qui est allé Oui, dans l'espace, ouais. sur Mars. Je dis, bah, moi je peux pas avoir l'ambition d'aller dans un 3 étoiles Mhm. alors que l'autre il a l'ambition d'aller sur Mars. Bah si lui fait ça, moi je pourrais faire ça. Donc est-ce que ce discours de c'est fini l'abondance, vraiment les gens vont se dire c'est fini l'abondance? Alors, pas tous, hein, évidemment. Ouais, Hein. Puis, alors, en fait, alors, je vais prendre l'exemple de l'hôtel parce qu'il est pratique. ouais, Les hôtels 2 étoiles, hein, ils essayent de ressembler à un hôtel 3 étoiles. Les hôtels 3 étoiles essayent de ressembler à des hôtels 4 évidemment. étoiles. Donc, la structure, le système est dans la même boucle infernale. Donc, il y a des hôtels actuellement qui essaient de trouver des nouveaux modèles. Donc, par exemple, je suis resté dans un hôtel à Munich qui était un hôtel low-tech. Donc, c'était aussi un 2 étoiles, mais il y avait des poulies partout. Donc, il n'y avait pas de boutons, il n'y avait pas d'électronique du tout. C'était que des poulies. Et c'était vraiment assumé par l'hôtel en disant bah, là, vous voyez, c'est très ludique. Parce que d'un seul coup, les chambres, elles ressemblent un peu à autre chose. C'est différent, on a une autre expérience. Et surtout, on est complètement indépendant d'un blackout. Parce qu'on peut même pédaler si on a besoin d'électricité transitoirement. Donc voilà, et surtout, on n'est pas dépendant pour allumer la chasse d'eau, c'est mécanique. Pour fermer un placard, c'est mécanique. Enfin, tout est. Et donc c'est quelque chose où on peut réparer localement. Et c'est pas pour autant, on a la même qualité de service. C'est Mhm, juste et donc c'est là en fait que ça ringardise le culte de la performance, que finalement. complètement. Et donc là, c'est très robuste. Bah ça, si on le décline ailleurs, en fait, il y a quand même des précédents. Alors c'est là où le monde fluctuant est quand même très pratique. On peut prendre l'exemple d'une cyberattaque qui a eu lieu, toujours pareil, hein, la Russie contre l'Ukraine. Ils ont attaqué un logiciel très répandu en Ukraine qui du coup a débordé et est allé jusqu'au Danemark, attaqué Maersk. Donc un grand transporteur conteneur dans le monde entier. Et donc Maersk allait perdre 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros parce que les 150 centres de la boîte là étaient contaminés et c'était un virus qui détruisait toutes les données ad vitam aeternam. Hein. Donc c'était vraiment très, très destructeur. Il se trouve que le jour où la contamination a eu lieu, au Ghana, il y avait une panne électrique. Et du coup, ils ont pu récupérer toutes les données parce qu'il y a dans un pays un endroit où il y avait eu une panne électrique. Bah ça, c'est un retour d'expérience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont comme ça mondialisées et qui n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils aient 2 ou 3 centres hors ligne complets pour se protéger d'une attaque n'auront rien compris. Alors par contre, ils ont perdu en performance, hein, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'ils maintiennent des centres pour rien faire 1 ou 2 jours par-ci par-là. Mais c'est une protection. On peut pas dire que c'est de la robustesse. Là, on est vraiment sur une cartographie de gestion de risque. Voilà, c'est juste la gestion des risques. Mais c'est un Ouais, premier pas. C'est un premier pas. En ouais, fait, mais ça permet de s'acculturer au monde fluctuant. C'est qu'en fait, ça, c'est le premier pas. C'est pas suffisant, hein, on est ouais, d'accord, ouais. hein, parce que c'est toujours des porte-conteneurs, c'est toujours de la mondialisation, etc. Mais c'est un premier pas qui montre qu'on peut pas aller jusqu'aux 5 étoiles. Ok. Parce que là, il faut aller aux 4 étoiles, parce que si on va jusqu'aux 5 étoiles, ça veut dire qu'on optimise tout, que tous nos centres travaillent tout le temps, qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, un virus et tout plante. Et on doit payer les 60 milliards. Si au contraire on est sous-optimal, donc on passe de 5 étoiles à 4 étoiles, bah déjà on a gagné en robustesse.
Et après, on ne s'arrête plus. Après, le désir, c'est de tomber à un 3 étoiles qui est encore plus robuste. Et après, le 1 étoile, c'est en fait, on a toujours d'activité économique, on a beaucoup plus de liens sociaux, et notre robustesse, elle est permise par le soin au milieu naturel. Et donc, c'est ce chemin-là qu'on est en train de faire. L'exemple de la tourbière, c'est parfait pour ça. La tourbière, c'est clairement pas du 5 étoiles, hein, c'est pas le missile le plus performant, c'est du 1 étoile, très simple à faire, dans le territoire, voilà, mais qui fait du lien social, qui fait une protection, qui crée de la robustesse, qui est très engageant et qui ne donne plus envie de faire des rampes à missiles, quoi. Extrêmement clair. J'ai 2 autres sujets. Je vais changer un peu de sujet, de peur de tourner en rond sur le même sujet, mais tu as compris un peu mon, Ouais, c'est on mon, croise, je veux dire. mon driver. Les gens, là, ils se lèvent le matin, leur motivation, leur désir. Là, je vais aller sur autre chose. Il y a Idriss Aberkan, je ne sais pas si tu connais Idriss Aberkan. Il dit que toute grande révolution est toujours passée par 3 étapes. D'abord ridicule, puis dangereuse, puis évidente. Donc l'IA était d'abord ridicule. Aujourd'hui, on pense qu'elle est dangereuse. Demain, ça sera évident. Donc c'est un petit peu valable pour toutes les grandes révolutions. Donc ma question, il y en a 2 finalement. Est-ce que la culture de la robustesse est une révolution? Et si elle en est une, à quelle étape elle est? Est-ce qu'elle est encore ridicule? Elle est à l'étape dangereuse ou elle est à l'étape aujourd'hui évidente? Voilà. Est-ce que tu arrives à te positionner là-dessus? Ouais. Alors, attends, allez, je prends une analogie du vivant que j'utilise souvent, c'est celle des nuées des tourneaux, hein, pour un petit peu dire aussi comment ça se passe une révolution. Donc, une nuée des tourneaux, c'est un système qui bascule. Et donc, on peut considérer qu'une nuée des tourneaux qui tourne de droite à gauche fait sa révolution. Parce que c'est tout un ensemble d'oiseaux qui, de façon coordonnée, hop, change de trajectoire. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est toujours la périphérie qui guide le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie, ce sont les premiers exposés aux fluctuations du monde. Ils se synchronisent et ils contaminent le cœur. Et le cœur du système est toujours le dernier à changer. Et donc cette trajectoire qui passe du ridicule dangereux et après évident, et ben c'est la même chose pour une nuée d'oiseaux. La périphérie sont les pionniers finalement, et le centre, à un moment, à la fin, hein, il devient ringard quelque part, il est à côté de la plaque, et il est obligé de basculer avec les autres. Alors la culture de la robustesse, il y a, on va dire, 10 ans, même il y a juste 10 ans, c'était vraiment les marges très lointaines. Donc, c'était probablement le ridicule. C'est-à-dire que moi, d'ailleurs, je peux le dire, hein, que quand j'en parlais à des entreprises, je faisais beaucoup moins d'interventions, hein, je te dis à l'époque. Mais quand j'en parlais, on me disait « Ah oui, bah ça, c'est un biologiste qui parle de la robustesse du vivant. » L'économie, c'est quand même très différent. Hein, et puis, quelque part, ils ont raison. Hein, le monde social, le monde biologique, c'est quand même 2 choses. Il y a des différences quand même, hein, des larges différences. Hein, l'écriture, les jeux de pouvoir, etc. Mais quand même, voilà, on avait séparé les deux. Et donc, on disait, bon, voilà, les fluctuations, de toute façon, là, le monde est comme ça. Il faut aller dans la performance. Voilà. Bon, il y a eu le Covid en 2020. Après, il y a eu l'Ukraine, les tarifs douaniers de Trump, etc. Enfin, ça n'arrête pas. Hein. Donc, le monde fluctuant, ça devient très clair. Donc, c'est beaucoup moins ridicule maintenant, la robustesse du vivant. Hein. En fait, c'est une source d'inspiration et donc c'est en train un peu d'exploser en ce moment, aussi parce qu'on est plusieurs à en parler, hein, pas que moi. Hein. Enfin, ça se démultiplie. Oui. Et donc ça, là, on est dans la... Alors, je ne sais pas si je dirais que c'est dangereux, mais maintenant, c'est subversif. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le ridicule. Là, on est en train d'attaquer le cœur du système. On n'est plus en train de réinventer le management une énième fois. Tous les mots du management, hein, tous les 5 ans, il y a un nouveau mot-clé, hein, pour le management. C'est toujours du management au service de la performance. Hein. Ça fait 80 ans qu'on fait du management au service de la performance avec tous les mots du dictionnaire, mais c'est toujours, même l'anti-management est un management au service de la performance. Hein. Donc là, avec la robustesse, quand on l'affiche clairement en compromis avec la performance, ah ben là, on déraille vraiment. Et donc, c'est pour ça que c'est subversif. Et donc, moi, quand je vais voir des entrepreneurs et je leur dis, vous voulez être robuste quand même, enfin, qui ne veut pas être robuste, en fait? C'est même pas une question de pérennité, hein, c'est juste une question de viabilité, à court terme et à long terme. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises... les entreprises ont bien vu le monde fluctuant, donc la robustesse, là, ça devient presque une évidence, hein, donc on est dans le moment. Là où ça reste dangereux, subversif, c'est comment faire? L'opérationnel. Et donc, c'est exactement cette question. C'est qu'en fait, on hérite d'un culte de la performance obsolète, toxique. Ouais. Et comment on fait avec cette culture de la performance, avec ce système éducatif qui pousse à la performance, hein, les concours aux grandes écoles, tout ça. Enfin, comment on fait pour dérailler? C'est-à-dire que c'est vraiment un changement très profond. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent. On quitte le néolithique. Hein. Les humains ont voulu contrôler la nature. Aujourd'hui, la nature se réveille. On a perdu le contrôle. Donc, il va falloir vivre avec ces fluctuations. Et donc, c'est ça qui est dingue. Mais encore une fois, le côté... et donc, c'est pour ça que moi, je dirais plutôt qu'on est quand même quasiment dans le monde de l'évidence, que c'est évident, la culture de la robustesse. C'est parce que ce monde-là, il est déjà là.
Enfin, je peux le redire, hein, agroécologie, tout réparable, Mhm. les Oui, 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 oui. recherches participatives, etc. Tout ça, c'est déjà là. Et c'est juste qu'on ne veut pas le voir parce que ce commun négatif, qui est cette culture de la performance, est toujours dominante. Très C'est clair, là où il y a l'argent, c'est là où il y a le pouvoir, quoi. très clair. Euh, c'est ce que je te disais juste avant l'interview. Moi, le chemin qui me semble le plus évident, c'est celui de la spiritualité. Mhm. Donc, on peut venir, les religions, effectivement, on en a vu euh, les limites. Et du coup, comme dit l'écrivain Laurent Gounel, que j'aime beaucoup, on a acheté l'eau du bain. Comment, c'est quoi l'expression? Le bébé avec l'eau du bain. Le bébé avec l'eau du bain. Et aujourd'hui, voilà, la spiritualité n'a Mhm. plus sa place. Chez toi, si tu veux être religieux, spirituel, etc., sois-le. Mais aujourd'hui, on ne parle plus Mhm. de spiritualité. Donc, est-ce que c'est... Moi, c'est ce que je prône, si je Mhm. puis dire, un Mhm. retour à la spiritualité, peu Mhm. importe, pas d'aspect religieux, mais vraiment un retour à soi et de se recentrer sur soi et d'essayer de se questionner. Mhm. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me donne envie? Est-ce que le fait de vouloir la même chose que tout le monde, finalement, c'est normal de Mhm. standardiser? Donc, tu vois, ce questionnement, cette Mhm. introspection personnelle, est-ce que pour toi, ce serait Mhm. voie, une des alternatives? Voilà, est-ce que sur ce domaine de la spiritualité, tu peux nous donner ton avis? Oui, alors c'est certainement une voie essentielle, hein, et même sans jouer sur les mots, hein, l'essence, quoi. On est un peu au cœur du sujet. En fait, le mot religion est très pratique parce que religion, ça vient de relier. Et relier, c'est les interactions, hein, donc c'est le monde de l'abondance des interactions. Et en fait, il y a un truc qu'on a mal compris avec les religions. En fait, les religions dans le passé, en fait, se sont fait piéger aussi par le culte de la performance. En fait, je vais le dire de façon un peu brutale, hein, enfin un peu Oui, oui, vas-y, caricaturale, mais ça vas-y. permet de Je t'en prie. poser sur la table aussi. En fait, on m'a posé une fois la question à une conférence, Dieu est-il performant ou robuste? Alors, ma réponse, elle est très simple, hein. Euh, on sait que Dieu est une création des humains. Ça, on sait que les humains ont créé Dieu, hein. Il y a plein de civilisations qui ont créé des dieux dans tous les sens, donc on sait que les humains créent Dieu. Donc ça, c'est la partie plutôt robuste, c'est que ce sont des humains qui se mettent en lien, et la propriété émergente de ces liens, c'est une entité qui coordonne, enfin qui en tout cas qui donne une valeur commune, une raison d'être, on pourrait appeler ça Ouais. comme ça. Voilà. Ça produit une raison d'être. Donc tous ces liens, ça crée une raison d'être, des chemins viables finalement. Donc ça, c'est de la puissance. Du lien qui fait de la puissance. Donc on pourrait même dire que la biodiversité, c'est l'animisme, hein, tout ça, c'est la même chose, hein. Donc là, c'est plutôt émergent. La religion qui s'est fait piéger par le culte de la performance, c'est pas de la puissance, c'est du pouvoir. C'est-à-dire qu'un humain ou un groupe d'humains va parler au nom de Dieu. Et donc on va dire Dieu a créé les humains. On va dire d'autres choses comme ça, hein, que Dieu vous dit de faire ça, Dieu vous dit de faire ça. Et ben ça, c'est descendant, c'est du pouvoir stérilisant qui peut être complètement pris dans le culte de la performance, dans des dérives. Alors évidemment, il y a plein de dérives, je n'ai pas besoin d'en parler, à la fois Mhm, sexuelles, mhm. financières, etc. Et là, on n'est plus du tout dans la religion en fait. On serait On n'est pas plus dans dans le les religion. cultures orientales, plutôt bouddhisme, Alors, hindouisme pour la robustesse, tu veux dire, enfin, là, je parle ouais. vraiment de Ouais, n'importe ouais, quelle ouais, religion, ouais. hein. Enfin, un clergé, très souvent, un clergé risque de tomber dans le piège de la performance parce qu'il a une forme de pouvoir et il peut contrôler ses ouailles, quoi, hein, quelque part. Très clair. Et donc, avec quelques règles, on va concentrer tout le monde dans une voie, on va standardiser, on va canaliser et ce sera très fragile et ça va finir par casser, hein. Le nombre de religions qui sont tombées. En fait, c'est une dérive sectaire. Voilà, je peux le dire comme ça. C'est qu'en fait, quand la religion reste dans un pouvoir vertical descendant, ça devient une secte. Alors que quand on fait de la religion du reliant émergent qui fait de la puissance, bah là, c'est une spiritualité qui peut vraiment nous aider à dérailler du culte de la performance. Parce que par Complètement. construction, c'est quelque chose qui est émergent, qui est arborescent et qui ne s'arrête pas, donc qui est vraiment viable. Là où c'est extrêmement positif et que je le ressens, c'est que les gens ne veulent plus. Mm, Fais comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Ce côté un peu idolâtré, mm, quelqu'un, un coach, mm, un personnage célèbre, etc. C'est peut-être le côté positif de la situation. Ça ne marche plus. mm, Ce côté j'idolâtre, faites mm, comme ci, faites comme ça, etc. En revanche, inciter les gens au questionnement et à l'introspection, mm, c'est peut-être effectivement, selon moi, la meilleure voie
pour être un peu plus guidé par le cœur, par l'instinct, par les émotions, et non plus le cerveau, le devoir, il faut y aller. Et là, on sent un peu La performance. voilà, il faut y aller, il faut bien vivre, Ouais, il faut. ouais. Donc, ma question, ce serait, est-ce que c'est ça pour finir là-dessus, justement? Mhm, Si on tire le trait de la robustesse, donc quand on tire le trait de la performance, on a compris, ça fait mhm, 600 ans qu'on l'a tiré, mhm. On on voit voit où bien, on ouais. est. Donc, si on tire le trait de la robustesse, je sais pas, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, Mhm. est-ce qu'on arrive finalement à une société euh, ultra spirituelle où les gens sont connectés à leurs émotions? On reviendrait à ce côté un peu plus instinctif, Mhm. ou c'est sur autre chose que va être basée la robustesse? Je pense qu'on peut finir sur ce Ah bah côté carrément, ça me plaît bien. projection, Ouais. prédiction de comment on va vivre la robustesse dans le temps. Absolument. Bah alors, la première chose pour aller dans ce monde-là, là, et voir à quoi il peut ressembler, alors c'est un peu paradoxal, mais pour avancer dans ce monde de la robustesse, il faut s'arrêter. Il faut créer des moments d'arrêt où on se confronte à ses propres dissonances. Et donc c'est là où la spiritualité intervient. C'est qu'en fait on voit bien où on n'est pas aligné, où il y a des choses qu'on fait qui ne en fait, résonnent pas du tout avec ce qu'on veut faire, avec l'image qu'on renvoie, et aussi en effet les autres autour qui nous disent en fait non, ça vraiment, tu me dis ce qu'il faut faire, moi ça me va pas, j'aime mieux ouais, choisir mon chemin. Donc les moments d'arrêt, créer des moments d'arrêt, et donc ça peut être un séjour sabbatique, enfin il y a plein de façons de le faire, hein. Mais juste un moment d'arrêt, ça peut être du yoga, une méditation, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est des moments où on va voir ces dissonances, s'aligner et en fait prendre soin de sa propre robustesse pour être au service de la robustesse des autres. Mais le chemin de la robustesse, en fait, pour moi, c'est vraiment un chemin joyeux. C'est dans la joie, quoi. Voilà. Et qu'en fait, quand on prend ce chemin-là, en fait, on laisse tomber des tas de choses. Donc, tu parlais d'instinct, d'intuition. En fait, quand on s'écoute, l'intuition, c'est quoi en fait? L'intuition, ça veut dire qu'on est beaucoup plus vigilant et à l'écoute des signaux faibles. Donc des signaux qui ne sont pas dans le canal, mais qui sont autour, ceux qui sont en regard latéral, quoi. Et donc ça veut dire qu'on va diversifier, c'est beaucoup plus arborescent, on est ouvert à plein d'autres choses. Par exemple, si on est une entreprise, ben, un jour par mois, on va s'exposer à d'autres thématiques qui n'ont rien à voir avec la thématique de l'entreprise, mais ça ouvre d'autres branches. Ben, c'est comme ça qu'on ouvre les signaux faibles, enfin l'exposition aux signaux faibles, et c'est comme ça qu'on devient adaptable, et c'est comme ça qu'on devient robuste. Et en fait, ce chemin-là, c'est en effet un chemin spirituel, dans le sens où, en fait, on a compris que pour interagir, il fallait ralentir. Plus on va vite, moins on interagit. Quand on ralentit, quand on a ces moments d'arrêt, on interagit avec soi-même, avec les autres, et là, d'un seul coup, d'autres chemins s'ouvrent. Et c'est, en fait, on est en train de se réapproprier la notion de sécurité. Donc, il n'est plus de la sécurité limitée à de la doctrine sécuritaire, hein, performante, canalisante. La sécurité, c'est la viabilité du territoire ou la viabilité de la communauté, hein, finalement. Ben, cette sécurité définie comme ça, là, comme une forme de viabilité, ce n'est plus de la sécurité, c'est de la sérénité. Donc, quand on est dans cette spiritualité au service du monde robuste, en sérénité, bah, il y a plus, enfin, faut plus attendre, hein, faut y aller, quoi. Il est là, je pense, le plus gros challenge des gens, et je pense on a mis vraiment le doigt sur une vraie problématique, c'est que tout s'accélère. Mm. Aujourd'hui, je le vois avec Inspirem et nos événements, etc. Le nombre de personnes qui disent j'ai pas le temps, j'ai un agenda hyper booké, etc. Et nous, on invite des leaders conscients, des Mhm, leaders mhm. éclairés. Donc, on leur dit mais on fait venir des super gens, super inspirants. Venez. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Donc, euh, Ouais, là, on a une invitation à ralentir de ta part. ouais. Je ralentis et je me questionne dans une société qui va toujours de plus en plus vite. Et c'est peut-être là où il y a un levier où on doit sensibiliser, inciter les gens malgré que tout ton écosystème t'incite, te pousse à accélérer, à aller de plus en plus vite, bah ralentis. Oui, oui, bien sûr. Alors, je suis là aussi une contradiction ambulante, hein, parce que je parle très vite. Donc moi-même, je suis dans l'accélération, hein, comme tout le monde, hein. Alors le truc, c'est que si on dit, bah, on est dans une accélération, il faut ralentir, les gens vont pas ralentir, parce que le système les pousse à accélérer. Alors du coup, c'est là aussi la troisième voie. C'est quoi? C'est pas, en fait, c'est de réaliser que le piège performant, c'est d'accélérer. Quand on manque de temps, la solution qu'on trouve dans le monde de la performance, c'est d'accélérer. Et donc, c'est ce qu'on fait, hein. Et on accélère. Du coup, c'est une nouvelle norme sociale, ce rythme accéléré, qui fait qu'on a encore moins de temps, on a tout optimisé, on a fragilisé. Et donc, pour répondre aux crises, aux ruptures, qu'est-ce qu'on fait? On accélère encore plus. Et c'est une boucle sans fin. Et donc, c'est pour ça que les crises se rapprochent, qu'on est dans la polycrise, etc. Donc, comment on fait pour sortir de ça sans prononcer le mot ralentir, qui aujourd'hui
ne passe C'est pas. un gros mot. C'est un gros mot. Alors, il y a Hartmut Rosa, qui est donc un sociologue qui est très pertinent là-dessus. Hartmut Rosa, il a écrit un bouquin en 2013 qui s'appelle Accélération, où il fait bien le bilan de ça. Et la suite, dans ses bouquins suivants, il apporte une réponse. Et la réponse, il appelle ça la résonance. Alors, si je le dis avec mes mots, il faut réaliser que quand on accélère, et donc, en fait, voilà, on se fragilise. Je vais prendre ma casquette de biologiste. Comme ça, je suis complètement voilà, aligné avec qui je suis finalement. Comment font les êtres vivants quand il y a des crises? Eh ben, très souvent, ils n'accélèrent pas. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils multiplient les interactions avec leur territoire. Ils densifient les interactions avec leur territoire. Donc, en fait, si je le dis différemment, donc c'est les symbioses, hein, pour le dire rapidement, ils multiplient les symbioses avec leur territoire. Donc, ça veut dire que quand on manque de temps, il nous reste l'espace. Et le piège performant, c'est de penser que quand on manque de temps, c'est dans le temps qu'on va trouver la solution. Mais vu qu'on manque de temps, ben non, c'est pas dans le temps c'est pas dans cet espace-là qu'on va trouver. Donc on est des êtres vivants à 4 dimensions. Si on manque de temps, il nous reste les 3 dimensions de l'espace. Hein. X, Y, Z, voilà, c'est les 3 dimensions de l'espace. Ben, c'est là-dedans qu'il faut creuser. Donc ça veut dire le retour au territoire, la relocalisation des industries. Hein. Enfin, c'est même ces choses-là. Quoi, hein. Donc c'est voilà, revenir à l'espace, à ses interactions avec sa famille, avec ses amis, dans sa ville, dans son village, dans son quartier. Ça, c'est incroyable parce qu'en fait, on sort de l'accélération, on entretient les liens dans la communauté, dans le territoire, et c'est ça crée du temps long. En fait, de ce qui émerge de ces interactions spatiales hein, dans l'espace, ça crée du temps long, parce que ça crée des trajectoires. Voilà, on va pouvoir se projeter dans un temps plus long. Revenir à l'essence, revenir au local, revenir aux liens, on va dire, fondamentaux, amis, famille, proximité, la ville, et sortir. Et là, c'est vraiment contre-intuitif, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, c'est vraiment contre-intuitif. Essayer de se déconnecter un peu de tout ça, revenir à l'essentiel, ralentir, se questionner et construire une société où chacun, on va dire, essaye de sortir des standards. Et c'est là où Ringard disait la performance. Moi, ce serait ça, mon levier. Ce serait vraiment, mais tu trouves pas que tu as envie de la même chose que tout le monde? C'est pauvre. et moi, c'est ça mon accompagnement. C'est quelle est ton authenticité, quelle est ta singularité? Mon programme s'appelle Congruence. Qu'est-ce qui te rend purement congruent? Et c'est là où je me différencie un petit peu, c'est qu'on travaille sur le business, parce qu'il faut, où sont tes clients, comment aller les chercher, etc. Mais la première étape de mon accompagnement, c'est qui es-tu vraiment? Dans quel environnement? Quel genre de relation? Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Et ça ne te concerne que toi. Oui, exactement. Bah, en fait, on pourrait le dire, je suis complètement aligné avec ça, c'est l'idée de ne plus chercher à être dans la confrontation, mais dans la complémentarité. Qu'est-ce que j'apporte d'autre? Ouais. Voilà. Son utilité, son essence et sa raison d'être, même si effectivement ça peut être extrêmement vague de dire qu'on a une raison d'être. En tout cas, je te remercie. Je te laisse le mot de la fin. Olivier, je ne sais pas ce que tu as pensé de cet échange. Est-ce qu'il sort des échanges que tu as eus auparavant? Voilà, je serais curieux parce que j'ai vu beaucoup de tes interviews et mais c'est bon, on a compris théoriquement ce que c'était de la revue BCS. Donc, le mot de la fin, je vais te le laisser. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'avoir aujourd'hui. Merci de me laisser le mot de la fin. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'on est allé là où il faut aller, à mon avis. C'est une fois qu'on a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait dans le monde et que en fait, c'était beaucoup plus large que juste un problème de technologie. C'est vraiment beaucoup plus large que ça. En fait, c'est d'aller sur cette friction. Se dire, mais en fait, pourquoi je n'y vais pas? Pourquoi en conscience je reste dans un modèle économique toxique, dans un modèle social toxique, dans un modèle géopolitique toxique? Pourquoi moi-même, si je me regarde dans le miroir, ou même sans s'en rendre compte, pourquoi j'alimente indirectement ce modèle-là? Et donc cette friction-là, ce petit échange-là qu'on a, peut-être que ça peut semer des graines. Et alors c'est le biologiste végétal qui parle. Une graine, ça finit par germer. Et ça ne s'arrête pas. C'est que ça va faire d'autres graines. Et donc, en fait, c'est une invitation à la démultiplication. Hein. C'est aussi ça, la robustesse, quoi. Je te remercie, Olivier. Merci, et je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup.